Et pour finir, abordons maintenant le modèle mixte ou non paramétrique de courbe de croissance latente. Nous apprendrons à le justifier, le définir et spécifier son intérêt lorsqu'il s'agit de générer des classes de trajectoires latentes, déterminer le nombre optimal de classes de trajectoires latentes avant d'estimer le modèle inconditionnel et le modèle conditionnel. Nous finirons en comparant le modèle paramétrique du modèle non paramétrique. Et justement, le modèle paramétrique de courbe de croissance latente suppose que les différences entre les individus se répartissent autour d'une trajectoire moyenne latente. Or, tous les individus ne suivent pas nécessairement une trajectoire moyenne. Certains vont probablement suivre une trajectoire typique, mais d'autres des trajectoires plutôt atypiques. De telle sorte que pour mettre en évidence cette hétérogénéité dans les données, on utilise le modèle mixte ou non paramétrique de courbe de croissance latente, appelé aussi analyse de classe latente pour courbe de croissance ou encore analyse de classe de trajectoire latente. Par rapport à notre problème de recherche, certainement tous les enfants ne suivent pas une trajectoire descendante quant aux troubles de conduite. Pour certains, probablement, les troubles de conduite vont plutôt augmenter, de telle sorte qu'on peut mieux optimiser un programme d'intervention en mettant le focus sur des groupes cibles, c'est-à-dire des groupes dont les trajectoires sont plutôt atypiques. Alors, comment le logiciel s'y prend-il pour nous générer des classes de trajectoires latentes? Ou plutôt, en fait, c'est l'analyste qui va à la recherche de plusieurs solutions de classification. Par exemple, on peut aller à la recherche d'une solution à deux classes. Et bien, pour ce faire, le logiciel va rechercher par itération plusieurs classifications à deux classes. Dans un premier temps, divisant l'échantillon en deux groupes, va noter ensuite le log de vraisemblance. Ensuite, le logiciel redivise l'échantillon en deux groupes, note le log de vraisemblance. Encore, le logiciel redivise l'échantillon en deux groupes, note le log de vraisemblance, encore, et retient la solution à deux classes la plus optimale, autrement dit qui s'ajuste mieux aux données. Et à partir des paramètres du modèle retenu, de la solution retenue, eh bien, le logiciel calcule la probabilité que chaque individu appartienne à la classe 1, mais aussi la probabilité que chaque individu appartienne à la classe 2 à partir des scores observés, ce qu'on appelle des probabilités conditionnelles. Et c'est sur la base de ces probabilités conditionnelles qu'on va affecter les individus à une classe ou à une autre de façon à connaître par exemple la proportion d'individus de la classe 1 et la proportion d'individus de la classe 2. Le logiciel utilise tout simplement la probabilité modale. Autrement dit, pour un cas, lorsque la probabilité d'appartenir à la classe 1 est plus élevée que la probabilité d'appartenir à la classe 2, eh bien, ce cas sera classé dans la classe de trajectoire 1, ce qu'on appelle probabilité modale tout simplement. De nouveau, l'analyste va signifier au logiciel d'aller à la recherche d'un autre modèle à 3 classes, 4 classes, jusqu'à 6 classes et même 8 classes, de telle sorte qu'on peut obtenir autant de solutions que l'on veut. On peut signifier au logiciel de nous sortir une solution à 10 classes, une solution même à 16 classes, ce qui signifie qu'à un moment donné, il va falloir s'arrêter. Généralement, on va se contenter de 8 solutions au maximum, parfois 6 solutions. Alors, reste maintenant à savoir, parmi toutes ces solutions possibles, quelle est la solution la plus optimale? Et donc, ça signifie qu'il faut des critères statistiques pour aider à déterminer le nombre de classes optimales. Pour ce faire, il y a une procédure à suivre. Après avoir estimé 6 à 8 solutions de classe de trajectoire, eh bien, il faut
se référer aux indices statistiques que nous verrons tout à l'heure de façon à déterminer le nombre optimal de classes latentes. Étant entendu qu'il est important de vous assurer que la solution de classe obtenue ait un sens, non seulement eu égard aux données, mais par rapport à la littérature. S'assurer précisément que les classes de trajectoire correspondent à ce qui est observé dans la littérature, étant entendu qu'aucun modèle ne s'ajuste parfaitement aux données. Il est important de combiner et les critères statistiques et le jugement de l'analyste en se référant certainement aux théories et aux travaux antérieurs à l'étude en question, étant entendu qu'une bonne pratique est aussi de tenir compte de la parcimonie du modèle. Donc l'idée est de retenir la solution la plus parcimonieuse possible, autrement dit la solution qui comporte le moins de classes possible. Somme toute, il ne s'agit pas seulement d'obtenir une solution valide sur le plan statistique, encore faut-il que la solution soit pertinente, cliniquement parlant ou sociologiquement parlant. 3 critères statistiques sont généralement utilisés pour déterminer le nombre optimal de classes. En l'occurrence, le BIC, critère d'information bayésien, qui se calcule à partir du log de vraisemblance en tenant compte du nombre de paramètres et de la taille de l'échantillon, étant entendu qu'on cherche à obtenir le BIC le plus petit possible. Plus le BIC est petit, meilleure est la solution à K classe précisément. Ensuite, il faut tester la solution à K classe comparativement à une solution à K-1 classe. Autrement dit, est-ce que l'ajout d'une classe supplémentaire améliore ou non le modèle? Eh bien, ça prend un test d'hypothèse parmi lesquels on a le test Low-Mendel-Rubin qui est parmi les plus souvent utilisés. Et finalement, s'assurer que l'entropie, autrement dit le taux de classement, est acceptable. En l'occurrence, à partir des probabilités conditionnelles, on classe les individus dans des classes. Et certainement, certains individus seront correctement classés, comme dans le cas de la régression logistique, mais d'autres ne seront pas correctement classés. Donc, quel est le taux de cas correctement classés? Ce qu'on appelle l'entropie en modélisation mixte de courbe de croissance. Étant entendu que plus les probabilités d'appartenir aux classes sont élevées, plus l'entropie sera élevée, étant entendu qu'une entropie de bonne qualité est une entropie dont le coefficient est supérieur à 0,70. Donc on cherche à obtenir et le BIC le plus petit et l'entropie la plus élevée, mais aussi une solution à K classe qui se différencie d'une solution à K-1 classe. Alors, on s'intéresse toujours à notre problème de recherche portant sur les troubles de conduite. Par contre, on ne cherche plus à estimer une trajectoire latente moyenne. On pense ici que tous les individus ne suivent pas une même trajectoire et qu'il y a une certaine hétérogénéité. Et bien, pour ce faire, on cherche à générer plutôt des classes de trajectoires latentes quant aux troubles de conduite chez les 173 enfants étudiés ici. Voilà comment se présente la syntaxe avec M+. Alors ici, on signifie au logiciel qu'on part à la recherche d'une solution à K classe. Donc l'idée est de mettre classe égale C, entre parenthèses 1 pour une solution à une classe, entre parenthèses 2 pour une solution à 2 classes, 3 une solution à 3 classes, ainsi de suite jusqu'à 6 à 8 classes. C'est la commande effectivement qui permet d'aller à la recherche de plusieurs solutions. Ensuite, vous avez type égale mixture, puisqu'ici effectivement on a un modèle mixte, ou si vous voulez un modèle non paramétrique, encore un modèle de mélange de plusieurs distributions, de plusieurs trajectoires, étant entendu bien sûr qu'on retient toujours le modèle de courbe de croissance, puisqu'on modélise des trajectoires latentes. Donc ici, rien ne change. On va juste mettre pourcentage overall pourcentage de façon à tenir compte de l'ensemble du modèle. Et technique 11 pour tester la solution à K classe comparativement à une solution à K
moins une classe. Ici, technique 11 permet de sortir le test LMR. Bien voilà, ça va être tout pour pouvoir estimer ce modèle mixte de courbe de croissance. Ici, je récapitule les différentes solutions. Donc, j'estime d'abord une solution à une classe de trajectoire, donc qui équivaut un peu au modèle paramétrique de courbe de croissance latente. Le BIC étant de 3155.7. Évidemment, pour ce modèle, il n'y a pas d'entropie, pas de test non plus. Ensuite, j'estime une solution à deux classes. Ici, on voit que le BIC diminue. Il est de 3148.8. L'entropie, c'est-à-dire le taux de classement, est de 0,77. Et le test de signification statistique est significatif. Autrement dit, la solution à deux classes diffère significativement de la solution à une classe. Et donc, clairement, la solution à deux classes est plus intéressante que la solution à une classe. Parce que non seulement le BIC diminue, c'est ce qu'on veut, mais aussi cette solution est statistiquement différente de la solution à une classe. Alors, puisque c'est significatif, le test, eh bien, on va poursuivre. Donc, j'estime une solution à trois classes. J'obtiens un BIC de 3153.0. Alors ici, le BIC augmente. Pour ce qui est de la solution à trois classes, l'entropie est plus faible, 0,73. Et surtout, la solution à trois classes ne diffère pas, statistiquement parlant, de la solution à deux classes. Et par conséquent, on peut s'arrêter net ici et retenir la solution à deux classes qui non seulement présente le BIC le plus petit, mais aussi et surtout, cette solution à deux classes diffère statistiquement parlant de la solution à une classe, mais ne se différencie pas de la solution à trois classes. Et bien dans ce cas, on va prendre la solution la plus parcimonieuse, étant entendu que j'ai quand même sorti la solution à quatre classes, c'était même pas nécessaire, je l'ai quand même sorti, et le BIC continuait à augmenter. Donc clairement ici, on retient la solution à deux classes, qui est la solution la plus optimale. Alors, une fois qu'on a retenu la solution en fonction des critères statistiques, on va l'analyser en profondeur de façon à s'assurer qu'elle est pertinente. Voilà comment se présentent les trajectoires de nos deux classes. Donc, vous avez ici une trajectoire avec troubles élevés en croissance. Autrement dit, ce sont des enfants qui commencent avec des scores quand même assez élevés pour ce qui est des troubles de conduite, et les scores augmentent à travers le temps, ce qui constitue une trajectoire atypique. D'autant plus que ces cas constituent seulement 23,5% de l'échantillon, comparativement à la classe 2, c'est-à-dire regroupant les enfants avec troubles en décroissance. Donc ici, les enfants commencent avec des scores moins élevés en termes de troubles de conduite, mais aussi ces scores diminuent à travers le temps, ce qui correspond plus ou moins à la trajectoire moyenne latente qu'on avait estimée dans le cas du modèle paramétrique de courbe de croissance latente. Donc on voit bien que ces enfants avec troubles en décroissance représentent la proportion la plus importante de l'échantillon, précisément 76,5. Ben voilà les deux classes de trajectoire. Nous venons effectivement de les étiqueter. Donc vous avez une classe problématique et une classe moins problématique. Une fois qu'on a fini d'obtenir les classes et de les étiqueter, eh bien il faut chercher à les valider statistiquement parlant. Une façon effectivement de les valider statistiquement parlant est de chercher à prédire l'appartenance à une classe plutôt qu'à une autre classe. Eh bien, pour ce faire, ici, la variable dépendante étant catégorielle, elle est constituée ici de deux classes, on utilise le modèle de régression logistique, ici binaire précisément. Alors, on va chercher à prédire l'appartenance aux classes de trajectoire en impliquant nos deux prédicteurs d'intérêt, l'utilisation des services et sexe. Alors, ce qui est nouveau, c'est cette ligne de commande. On cherche à prédire les classes. Alors, on met C, c'est comme classe, puisqu'ici, nous avions la ligne C2. Ici, on va mettre C comme classe, on, sexe et service. C'est tout, effectivement,
ce qui est nouveau, étant entendu qu'il ne faut pas oublier de spécifier la solution optimale retenue ici. Ici, c'est 2 classes. Donc, on aura C, on, sexe, service, en fait, c'est tout. Étant entendu que, par défaut, le logiciel va considérer la dernière classe comme étant la classe de référence. Donc, ici, on cherche à prédire l'appartenance à la classe 2, c'est-à-dire la classe la moins problématique, plutôt qu'à la classe 1, en fonction du sexe et de l'utilisation des services. Alors voilà comment se présentent les résultats de la régression logistique multiple, puisqu'ici on a impliqué 2 prédicteurs. Alors ici on a C1 qu'on cherche à prédire, autrement dit la classe 1, en comparaison de la classe 2. Voilà comment se présentent les résultats, qui sont des logites. Alors, contrairement aux filles, eh bien les gars sont moins susceptibles d'appartenir à la classe 1, c'est-à-dire la classe problématique, que la classe 2, c'est-à-dire la classe non problématique. L'effet étant statistiquement significatif. Qu'en est-il de l'effet d'utilisation des services? Eh bien, les enfants qui utilisent des services sont moins susceptibles d'appartenir à la classe 1 comparativement à la classe 2, étant entendu qu'ici vous avez la constante ou intercept. On en a déjà parlé lorsque nous abordions la régression logistique, c'est qu'effectivement les logites sont difficiles à interpréter. Et donc c'est la raison pour laquelle on les transforme en rapports de cotes en calculant leur exponentielle. Alors le logiciel nous propose ici les rapports de cotes, donc on les a ici. Puisque les logites sont négatifs, eh bien certainement les rapports de cotes seront inférieurs à 1. Une façon de mieux les analyser est de prendre 1 divisé par le rapport de cotes de façon à mieux interpréter les résultats. En l'occurrence ici les gars ont 2,72 fois moins de chances d'appartenir à la classe 1 plutôt qu'à la classe 2. Les enfants qui utilisent les services ont 4,37 fois moins de chances d'appartenir à la classe 1 plutôt qu'à la classe 2, étant entendu qu'ici le logiciel nous offre une alternative où il considère la classe 2 comme étant la référence, étant entendu bien sûr qu'on obtient exactement les mêmes résultats, mais dans le sens inverse. C'est simplement les signes qui vont changer. Généralement, cette option alternative est surtout pertinente lorsque vous avez une solution à 3 classes de trajectoire ou plus. Le logiciel va considérer chacune des classes comme étant la référence à tour de rôle. Mais dans le contexte ici où nous avons une solution à 2 classes, ce n'est pas très nécessaire d'interpréter les résultats. On peut se contenter des premiers résultats ici. Mais voilà, nous sommes en présence clairement d'un modèle de discrimination. Le sexe et l'utilisation des services discriminent suffisamment l'appartenance à la classe 1 plutôt qu'à la classe 2. Et ici, vous avez une façon effectivement d'interpréter les résultats. Donc, on interprète d'abord la solution à 2 classes en nommant chacune des classes et en précisant les pourcentages qui le sont associés en termes de prévalence. Ensuite, on cherche à prédire l'appartenance à une classe plutôt qu'une autre en impliquant des prédicteurs. Donc, clairement ici, le diagnostic causal, c'est discrimination. Donc, le sexe et l'utilisation des services discriminent suffisamment entre les classes de trajectoire latentes. Alors, il est possible de sauvegarder les probabilités conditionnelles dont nous venons de parler et précisément les classes d'appartenance des individus. On en a déjà parlé, le logiciel utilise les probabilités conditionnelles pour affecter les individus à une classe ou une autre classe. Et bien pour ce faire, ça prend cette commande. Donc vous avez save data, c'est la commande. Save égale cprob, c comme conditionnel, prob comme probabilité, donc probabilité conditionnelle. Et vous spécifiez le nom du fichier, puisque le logiciel va sauvegarder une nouvelle base de données. Donc vous lui donnez un nom quelconque, peu importe, cprob ou autre chose. Par contre, save égale cprob, ça ne change pas, c'est une constante. Mais pour ce qui est du fichier, vous pouvez le nommer de différentes façons. L'essentiel, c'est d'avoir une extension .date si vous voulez une base de données en texte, ou bien .sav si vous voulez une base de données directement en format SPSS. On peut l'avoir. Alors, je signifie au logiciel de nous sauvegarder non seulement les probabilités d'appartenance à la classe 1, on l'a ici, mais aussi les probabilités d'appartenance à la classe 2 et surtout les classes.
Alors on a ici C. Donc C, c'est la variable incluant les deux classes de trajectoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut importer ce fichier de données dans SPSS de façon à procéder à des analyses subséquentes. Par exemple, dans SPSS, on aurait pu inclure le sexe et l'utilisation des services dans un modèle de régression logistique à estimer dans le logiciel SPSS. Disons que c'est l'approche qui a été pendant longtemps utilisée dans le milieu de la recherche. C'est l'approche classique en 3 étapes. Donc l'idée est d'abord de retenir une solution optimale, ensuite de sauvegarder les probabilités conditionnelles et les classes d'affectation, et dans une 3e étape, procéder à des analyses subséquentes dans des logiciels comme SPSS. C'est ce que je décris ici. Donc l'approche classique en 3 étapes. Ce qui est intéressant avec cette approche, c'est qu'elle est très pratique, puisqu'on peut manipuler les classes et construire différents modèles qu'on veut dans le logiciel SPSS une fois qu'M+ a fini de nous générer la base de données incluant les classes d'affectation. Par contre, cette approche comporte des limites. Une limite fondamentale est que cette approche a tendance à sous-estimer la force des relations entre les prédicteurs et les classes d'appartenance, de telle sorte qu'il en résulte un biais de sous-estimation. Ça, c'est un. 2. Cette approche, en fait, ne prend pas en compte les erreurs dans la classification, puisqu'on considère que la classification est parfaite et qu'il n'y a pas d'erreur à modéliser. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle on va préférer utiliser l'approche en une seule étape qui consiste à inclure simultanément les prédicteurs dans le modèle à cas solution obtenue. C'est ce qu'on a fait en premier lieu, en fait. On a inclus le sexe et l'utilisation des services dans le modèle à deux classes. Donc, ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'il tient compte des erreurs de classification. Donc, les erreurs de classification sont modélisées simultanément. Par contre, l'inconvénient de cette approche, c'est qu'effectivement, les classes vont bouger lorsqu'on inclut des prédicteurs dans le modèle, de telle sorte que les proportions vont être différentes, les proportions des classes. Et donc, les probabilités aussi d'affectation des individus aux classes vont différer. Et donc, pour cette raison fondamentale, on utilise de plus en plus ce qu'on appelle la nouvelle approche en 3 étapes, qui consiste simplement à fixer les classes d'appartenance des individus et à estimer en même temps un modèle de régression impliquant des prédicteurs comme le sexe et l'utilisation des services. Et tout cela en fixant les classes, de telle sorte que les proportions des classes, les probabilités d'affectation ne changent pas lorsqu'on aura impliqué les prédicteurs. C'est une approche qui est très récente et qui de plus en plus prend de l'ampleur. Justement, j'ai consacré une présentation entière à la nouvelle approche en 3 étapes. Vous aurez cette présentation dans la leçon 10. Et cette présentation porte également sur l'analyse de classes latentes proprement dite. Étant entendu que quelle que soit l'approche utilisée, il faut d'abord obtenir un nombre optimal de classes de trajectoires latentes avant de chercher effectivement à expliquer l'appartenance aux classes, étant entendu qu'il est possible de considérer les classes de trajectoires latentes comme une variable qui va prédire d'autres variables. Alors c'est possible, mais seulement dans le cas de la nouvelle approche en 3 étapes qui, encore une fois, fait l'objet d'une présentation que vous aurez dans la leçon 10. Et finalement, nous en sommes à la comparaison des 2 modèles qui ont fait l'objet du cours d'aujourd'hui. En l'occurrence, le modèle paramétrique de courbe de croissance latente suppose que les différences entre les individus se répartissent autour d'une trajectoire latente moyenne. En l'occurrence, cette approche est particulièrement appropriée lorsque les individus ont des comportements qui tournent autour d'une tendance centrale, de telle sorte que les trajectoires individuelles doivent aussi se répartir normalement autour de la trajectoire moyenne, étant entendu qu'ici, chaque individu a ses propres paramètres, comme on l'a déjà vu, la constante, c'est-à-dire le statut initial,
et la pente, ou si vous voulez, taux de changement. Par contre, ce qui est moins intéressant avec le modèle paramétrique de courbe de croissance latente, c'est qu'il n'est pas approprié lorsqu'on est en présence d'une population qui est hétérogène. Autrement dit, une population qui comprend des groupes ou sous-groupes d'individus suivant des trajectoires atypiques. Et dans ce cas, on a plutôt intérêt à utiliser le modèle mixte ou non paramétrique de courbe de croissance latente qui est particulièrement approprié lorsqu'on est en situation d'hétérogénéité, étant entendu qu'ici, on pense que les individus appartiennent à des classes de trajectoires latentes ayant chacune leurs propres paramètres en termes d'état initial et de taux de changement. Par contre, même si l'approche mixte de croissance latente est intéressante pour mettre en évidence des sous-groupes de trajectoires selon lesquelles on peut optimiser une intervention, il reste que les points de coupure choisis par le logiciel pour nous différencier des classes de trajectoires peuvent être arbitraires. Si arbitraires, les classes peuvent ne pas se distinguer qualitativement. Autrement dit, statistiquement parlant, on peut avoir une solution à K classes qui s'ajuste bien aux données, mais que la solution ne soit pas pertinente cliniquement parlant ou sociologiquement parlant. Et donc, une bonne pratique, par exemple, consiste à estimer un modèle paramétrique de courbe de croissance latente, analyser les résultats, ensuite estimer un second modèle, mais non paramétrique de courbe de croissance latente et comparer les résultats et faire un choix entre les deux modèles. Et voilà, ça va être tout pour la leçon d'aujourd'hui.